Philippe, pour votre invitation. C'est vraiment un grand plaisir de parler dans ce contexte, puisque, comme Philippe l'a dit, j'ai passé beaucoup de temps sur le campus de Beaulieu, à étudier en parallèle physique et philosophie. Alors, assez vite, je me suis consacré plus à la philosophie, mais plutôt la philosophie des sciences, toujours en gardant un œil sur la physique. Et effectivement, maintenant, je travaille plutôt dans le domaine naissant de la philosophie de la gravité quantique. On discute euh, de, de sujets philosophiques qui Hello touchent Marie, à la physique spéculative c'est Marie contemporaine. Guéguin. Ah, il y a le micro de quelqu'un qui est ouvert, je crois. Euh, donc, voilà, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est d'un sujet assez intéressant, je pense, qui est l'hypothèse que nous vivons dans un multivers. Et la présentation que je vais faire n'est pas technique, il n'y aura pas besoin d'avoir de bagage en philosophie ou en physique. Je vais essayer de faire quelque chose vraiment qui ne demandait aucun bagage. Parfois, je ferai peut-être des petites parenthèses un peu plus, disons, semi-techniques, mais si à un moment vous ne comprenez pas, vous pouvez ignorer ça et essayer de suivre l'ensemble de la présentation dans ces grandes lignes. Bon, la question qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que la physique pourrait nous apprendre que nous vivons dans un multivers? Alors, en effet, certains physiciens soutiennent qu'il existe une multitude d'autres univers qui, ensemble, constituent un multivers. Et il y a de multiples sortes de multivers, en fait, en fonction de la partie de la physique que l'on regarde. Je vais en mentionner plusieurs tout à l'heure. Et dans certaines approches, dans certains de ces approches, certains des autres univers peuvent être très similaires à notre propre univers et inclure nos homologues, des gens qui nous ressemblent, qui font des choses similaires ou légèrement différentes. Euh, alors que dans... Ah, j'ai un problème de slide. Je suis toujours connecté? Ouais, tu es toujours là. Alors, je vais relance ta... Je vais repartager. Voilà. Là, on voit. Là, mais c'est plus en grand écran, c'est ça? un grand écran, non. Donc, je crois qu'il faut que je relance. Ouais. Voilà, là ça marche. Si tu veux. Voilà, ouf. Ok, désolé pour le contretemps. Et donc, certains de ces autres univers sont très similaires à notre univers, alors que d'autres sont... Ah, mais c'est embêtant cette histoire. Je comprends pas. C'est quand tu passes à la slide suivante que ça coince. Ouais. Pourtant, sur mon écran, quand je ne les partage pas, ça marche très bien. Alors, je vais essayer de la partager, celle d'après, mon écran. Sinon, en mode, pas en mode plein écran, ça, on voit très bien quand même. Hein. Ouais, je crois que je vais éviter le mode plein écran, puisque ça semble être le problème. C'est juste le bandeau en haut et ça fait que ça, c'est pas très... D'accord. Ok, bon, on va faire comme ça. Donc certains, en fait, ça c'est simplement pour vous faire, pour donner un peu une idée des enjeux. Donc on pourrait avoir d'autres univers très semblables aux nôtres, ou au contraire, on peut avoir d'autres univers qui, eux, ont des lois de la nature différentes. Par exemple, on peut imaginer un monde dans lequel la constante gravitationnelle serait différente et les lois de la gravitation seraient donc différentes. Juste pour être sûr, ici, bien sûr, quand on parle d'univers, on ne parle pas de planète. Donc là, j'ai mis cette illustration pour que ce soit plus joli en quelque sorte, mais on ne parle pas ici d'exoplanètes ou d'autres planètes similaires à la Terre, mais d'univers plus grands qui pourraient potentiellement inclure des terres similaires à la nôtre.
Alors, que disent les physiciens théoriciens? Alors, évidemment, c'est une hypothèse qui ne plaît pas à tout le monde. Donc, voici par exemple Sabine Hossenfelder sur son blog qui écrit: croire au multivers est logiquement équivalent à croire en Dieu. Ils sont inobservables par hypothèse. Vous pouvez y croire si vous le souhaitez, mais ils ne font pas partie de la science. Et elle n'est pas toute seule, bien sûr. Dans son livre Lost in Mass, elle fait la liste de différents physiciens qui expriment des avis assez négatifs sur cette idée. Donc ici, je la lis. Le cosmologiste Paul Steinhardt qualifie l'idée de multivers de baroque, contre nature, non testable et en fin de compte dangereuse pour la science et la société. Selon Paul Davies, il s'agit tout simplement d'un déisme naïf, déguisé en langage scientifique. George Ellis prévient que les partisans du multivers redéfinissent implicitement ce que l'on entend par science. Si déjà on peut se poser une question, est-ce que c'est forcément une mauvaise chose? Est-ce que la définition de la science est figée ou peut évoluer? C'est une question qu'on peut se poser. Et ici, finalement, David Gross trouve que cela sent l'ange. L'ange étant l'exemple typique qu'on a beaucoup discuté dans la théologie médiévale, qui est quelque chose qui n'a pas de traces empiriques, qui est une entité surnaturelle, et donc qui fait mauvais ménage avec les sciences empiriques. Donc ici, l'idée de David Gross, c'est que cette idée de multivers a un peu un profil similaire à ce concept d'ange. Mais bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord avec ces affirmations un peu négatives. Donc je continue à lire Hossenfelder. De l'autre côté de la controverse, nous avons Leonard Susskind qui trouve excitant de penser que l'univers peut être beaucoup plus grand, plus riche et plus varié que nous ne l'avions jamais imaginé. Bernard Carr estime que la notion de multivers implique une nouvelle perspective de la nature de la science, et il n'est pas surprenant que cela provoque un malaise intellectuel. Et finalement, Max Tegmark affirme que les opposants au multivers ont un préjugé émotionnel contre le fait de nous retirer du devant de la scène. Alors comment on va trancher? Alors ce que je propose aujourd'hui, c'est une approche relevant de la philosophie des sciences. C'est d'essayer d'abord de se demander ce qu'est une hypothèse scientifique, pour commencer, pour ensuite essayer de répondre à la question de savoir si cette hypothèse d'un multivers est scientifique. Et la thèse principale que je vais défendre aujourd'hui, c'est que bien qu'il n'y ait pas de preuve à l'heure actuelle que nous vivons dans un multivers, certaines versions de l'affirmation sont de légitimes hypothèses scientifiques. Alors note, ici je vais faire une simplification. Aujourd'hui, je vais faire comme si une hypothèse scientifique devait en principe pouvoir être établie. Donc je vais laisser de côté toutes les hypothèses scientifiques qui peuvent être fausses et être fructueuses pour différentes raisons, par exemple pour faire de la modélisation ou des simulations numériques. Donc ici, je fais un raccourci, et le raccourci, c'est que toutes les hypothèses scientifiques visent la vérité, ce qui bien sûr n'est pas le cas. Et donc aujourd'hui, quand je demande est-ce que ça pourrait être une hypothèse scientifique, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ça peut être une hypothèse scientifique au sens de quelque chose que l'on pourrait connaître comme étant vrai. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une hypothèse scientifique? Alors, il semble qu'ici, on ait besoin de ce que les philosophes des sciences appellent un principe de démarcation pour distinguer les hypothèses scientifiques des hypothèses non scientifiques dans le contexte de la physique. Alors, idéalement, l'idéal, ce serait d'avoir simplement un critère sociologique et de demander aux physiciens de faire un sondage ou leur demander est-ce qu'il y a un consensus sur la question. Mais évidemment, quand on est aux franges de la physique spéculative, ça devient très flou et les physiciens théoriciens ne sont pas d'accord entre eux sur ce qui est scientifique ou non, comme on l'a vu. Donc on ne peut pas simplement s'arrêter à un critère purement sociologique et on a besoin d'essayer de trouver d'autres raisons de privilégier une réponse à la question, de savoir si c'est une hypothèse scientifique ou non. Donc quelque chose d'assez évident à mon sens, c'est que pour être scientifique au sens d'être connaissable, une telle hypothèse doit avoir une signature empirique, c'est-à-dire une façon dont le monde doit être si l'hypothèse est correcte. Donc ici, j'utiliserai l'expression de signature empirique de manière assez large et neutre, comme comme faisant référence à une possible connexion de l'hypothèse à un état de choses dans le monde, à quelque chose qu'on peut ou bien observer ou un résultat d'expériences qu'on peut avoir.
Alors, peut-être la manière de présenter l'idée d'une signature empirique la plus connue, c'est le critère de falsifiabilité ou de réfutabilité de Karl Popper. L'idée, c'est que si l'hypothèse est scientifique, des observations possibles ou des expériences possibles pourraient montrer que l'hypothèse est fausse. Alors bien sûr, il y a une énorme littérature pour savoir quelles sont les limites, à quel point c'est un critère pertinent de scientificité. Il y a beaucoup d'autres approches. Mais aujourd'hui, je vais simplement utiliser le critère de falsifiabilité comme une manière de mettre en scène, de détailler un peu ce que peut être une signature empirique. Et je veux attirer votre attention sur le fait que le critère de falsifiabilité ou de signature empirique plus généralement n'est pas suffisant en général pour parler de scientificité. Alors sans entrer dans les détails, je vous donne juste un exemple. Imaginez que je vous dise, à partir de maintenant, à chaque fois que vous allez ouvrir une porte dans votre appartement ou dans votre maison, vous allez trouver un chat teint en jaune fluo. Alors bien sûr, vous pouvez très facilement tester, ouvrir une porte et vous allez probablement ne pas trouver de chat teint en jaune fluo. Donc on peut facilement falsifier cette hypothèse. Alors est-ce que c'est une hypothèse scientifique pour cette raison? Non. Donc ce que ça montre, c'est que le critère de falsifiabilité n'est pas suffisant. Il faut en plus quelque chose d'autre qui est un critère que j'appellerais d'explication, qui est que si l'hypothèse est scientifique, elle doit être une bonne explication de données accumulées jusqu'à présent et aider à résoudre des énigmes persistantes. Donc, si je fais référence à Kuhn, bon, bien sûr, je fais d'énormes simplifications et je ne veux pas du tout réduire Kuhn à cette idée. Mais gardez en tête qu'idéalement, on aimerait avoir comme profil de scientificité pour une hypothèse qu'elle puisse à la fois se projeter vers l'avenir en faisant des prédictions qu'on puisse tester et en quelque sorte se projeter vers le passé en exprimant, en permettant d'expliquer les données qu'on a accumulées jusqu'à présent. Alors, ce sur quoi je veux insister maintenant, c'est qu'il arrive qu'une hypothèse soit une bonne explication sans être présentement falsifiable. Et donc, le critère d'explication, parfois, peut suffire. En tout cas, il y a des situations ambiguës où ça semble suffire. Pour l'illustrer, je vais examiner très, très brièvement le passage du modèle géocentrique au modèle héliocentrique. Pardon. Et l'idée ici, c'est que ce passage s'est fait principalement pour des raisons d'explication de données accumulées jusqu'à présent. Il y avait des données astronomiques très massives obtenues des Babyloniens. Et on pouvait. Donc, le problème de base, si vous pensez que la Terre est au centre de l'univers et que tous les corps célestes orbitent autour de la Terre, c'est que certes, les étoiles, la Lune et le Soleil tournent tous dans la même direction, mais il y a un problème, et ce problème, ce sont les planètes qui, elles, semblent s'arrêter, repartir en arrière, etc. Et donc, on a besoin d'introduire des épicycles qui seraient les cercles sur lesquels tourneraient ces planètes, qui elles-mêmes tourneraient autour d'un point centré sur un cercle déférent, lui-même tournant autour de la Terre. Et ce modèle étant lui-même problématique pour rendre compte des données, on devait complexifier le modèle, rajouter des épicycles. Et donc, l'idée qu'on enseigne généralement en histoire des sciences, c'est que ce modèle était trop compliqué. Et donc, il était plus simple d'avoir un nouveau modèle héliocentrique plaçant la Terre au centre de l'univers, pardon, le Soleil au centre du système solaire au lieu de la Terre. Mais ce sur quoi je veux insister maintenant, c'est que l'héliocentrisme n'a pas immédiatement été confirmé empiriquement. Donc bien sûr, c'est toujours compliqué. Je simplifie énormément l'histoire des sciences, ce qui s'est passé. Mais pour avoir quelque chose qui est considéré comme une preuve observationnelle par les astronomes, il a fallu attendre la physique newtonienne. Et il semble que la plupart des historiens des sciences considèrent que la première preuve observationnelle que la Terre est en mouvement vient de James Bradley, donc quelques siècles plus tard. Donc ceci montre qu'une théorie peut être scientifique en l'absence de confirmation empirique si elle apparaît premièrement comme une bonne explication des données accumulées et deuxièmement, elle a le potentiel d'être confirmée dans le futur. Et ici, j'insiste sur le mot potentiel.
puisque ce n'est pas toujours clair en science, est-ce que quelque chose pourrait être ou non testé à l'avenir. Il y a de, on avance dans le noir bien souvent. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que même si on ne sait pas toujours comment relier une thèse, une hypothèse, une théorie à une signature empirique, on peut considérer que cette approche est une bonne approche et que ça mérite de faire des efforts pour essayer de développer une manière de tester la théorie. Alors maintenant, j'en viens au multivers pour essayer de lier ce que je viens de dire à l'hypothèse sur laquelle on vit dans un multivers. Donc maintenant, je vais dire un peu plus ce que c'est que cette hypothèse, d'où elle vient. Donc une première chose à dire, c'est qu'une théorie du multivers est une théorie selon laquelle coexistent en parallèle d'autres univers auxquels nous n'avons aucun accès observationnel. Et en effet, à mon avis, la façon dont nous faisons la distinction entre un autre univers et une partie de notre propre univers peut dépendre du contexte historique et de ce à quoi nous avons accès, un accès observationnel. Donc pour l'illustrer, je vais dire un mot des univers îles, du concept d'univers île. Au début du XXe siècle, une question qui animait les physiciens astronomes était de savoir est-ce que notre galaxie est la totalité de la réalité physique? Ou alors est-ce que certaines des nébuleuses observées dans le ciel sont des choses, des objets incroyablement lointains en dehors de notre propre galaxie? Donc, à cette époque, le mot nébuleuse avait une signification plus large qui référait à l'objet céleste observé. Maintenant, on considère que les galaxies ne sont pas des nébuleuses, mais à l'époque, le concept de nébuleuse était un concept plus large qui était un concept opératoire qui désignait les choses qui avaient un profil de nébuleuse dans le ciel. Or, Henrietta Leavitt met au point en 1908 une nouvelle technique qui permet de cartographier l'univers, qui est basée sur la luminosité de certaines étoiles, les céphéides, qui sont les premières chandelles standards. Donc, ce sont des étoiles dont la luminosité est connue, et donc vous avez une relation mathématique qui vous permet, en comparant la luminosité que vous observez avec la luminosité théorique de l'objet, de savoir à quelle distance est cet objet, puisqu'on sait, on sait de quelle manière la lumière se dilue avant de nous parvenir. Et quelques années plus tard, en utilisant la méthode de Leavitt, Hubble montre que de nombreuses nébuleuses ne font pas partie de notre galaxie et sont en fait d'autres galaxies, d'autres univers îles. L'expression d'univers île est une expression qui a été forgée par le philosophe Emmanuel Kant. Mais la chose qui me paraît intéressante, c'est que une fois qu'on a eu un accès observationnel à ces univers îles, dont l'existence était postulée, on a arrêté de les appeler des univers îles et l'usage qui a prévalu a été celui de galaxies. Donc ça me semble montrer qu'on a une tendance un peu naturelle de considérer que ce qui est considéré comme un autre univers change avec le développement de la science. Dès lors qu'on a un accès observationnel à disons, une partie de la réalité qui était simplement théorique jusqu'à présent, on considère que ça devient une nouvelle partie de notre univers à laquelle on a un accès. Donc on a ensuite appris que ces galaxies font elles-mêmes partie d'unités supérieures, les amas de galaxies, eux-mêmes assemblés en superamas et en filaments cosmiques. Et c'est l'univers observable auquel nous sommes causalement connectés, puisque la vitesse de la lumière limite la distance à laquelle nous pouvons accéder directement en utilisant la lumière ou d'autres types de signaux. Donc plus on regarde loin, plus on regarde loin dans l'espace, plus on remonte tôt dans le temps. Et donc on a une limite, on n'a accès qu'à notre cône de lumière passée. Et donc on assiste à ce qu'on appelle l'émergence d'un horizon cosmologique, c'est la distance à laquelle on peut voir. Et au-delà de cet horizon cosmologique se trouve l'univers non observable. Et la seule façon de spéculer sur ce qui s'y trouve, dans cet univers non observable, c'est de recourir à des modèles cosmologiques théoriques. Alors maintenant, j'en viens au multivers dans cette approche. Où sont-ils? Où sont les autres univers? Alors aujourd'hui, je vais parler de quatre approches, quatre propositions qui impliquent un multivers. Il y en a d'autres. J'ai choisi ce que je pense être les approches les plus populaires.
et aussi une approche moins populaire que je trouve intéressante pour d'autres raisons que je vais mentionner. Donc une première option, c'est dans le modèle de l'inflation éternelle en cosmologie. Et ici, l'idée, c'est que les autres univers existent au-delà de l'horizon cosmologique. Donc là, je vous les présente tous les quatre et je vais y revenir ensuite. Dans un second modèle, dans la théorie des cordes, c'est la structure de la théorie, structure formelle de la théorie, qui, selon certains, suggère l'existence de nombreux univers. Mais la théorie des cordes en elle-même ne nous dit pas où ils se trouvent. Un troisième modèle moins connu, ce sont les modèles cycliques. Et dans ces modèles cycliques, en fait, c'est une collection, c'est une famille de modèles cosmologiques différents. Ici, l'idée, c'est que les autres univers sont situés non pas dans l'espace, mais dans le temps. Ils se suivent les uns aux autres. Bien sûr, vous pouvez peut-être vous dire, ah, mais est-ce que c'est vraiment des multivers? Alors, bien sûr, le mot même, le concept même de multivers est assez récent et on peut débattre de ces conditions d'application. Certains physiciens et certains philosophes utilisent le mot multivers de manière assez restreinte pour référer à un scénario particulier, d'autres ont une vision plus générale. Moi ici, puisque ce qui m'intéresse, ce n'est pas vraiment de parler des conditions d'application du mot multivers, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de parler des scénarios dans lesquels il y a d'autres univers. Donc, moi ici, j'utilise le mot multivers de manière très générale pour couvrir de nombreux scénarios. Et le quatrième scénario dont je vais parler très rapidement, c'est celui de la mécanique quantique, où ici, les autres univers ne sont pas à un autre endroit de l'espace, mais ils coexistent dans une autre dimension. Ici, je schématise énormément, mais je vais entrer un peu dans les détails maintenant. Et le but, c'est de dire un peu plus de chacun de ces quatre scénarios et d'appliquer le critère de scientificité que j'ai esquissé avant pour déterminer est-ce que ce sont des hypothèses scientifiques légitimes ou non. Alors, commençons par le multivers numéro 1, la théorie des cordes. Alors, la théorie des cordes est souvent appréhendée, voire motivée, comme une théorie ultime qui expliquerait tout. Donc, c'est un cadre spéculatif qui vise à unifier les enseignements de la physique empiriquement confirmée, en gros la relativité générale et le modèle standard de la physique des particules, qui est en gros une collection de théories quantiques des champs. Et la physique spéculative, de nos jours, tente de formuler de nouveaux cadres théoriques pour unifier nos meilleures théories empiriquement confirmées à l'heure actuelle, que je viens de citer. Et il y a plein d'approches qui sont en compétition, qui cohabitent. La théorie des cordes est l'approche numéro 1 en nombre de physiciens impliqués, mais il y en a beaucoup d'autres. Et un trait distinctif de cette approche particulière pour construire une nouvelle physique, c'est qu'elle est vraiment formulée comme une théorie ultime qui expliquerait tout. Donc on a un principe très fort d'unification. L'idée, c'est d'avoir une théorie finale, ce qui n'est pas le cas de la plupart des autres approches de la gravité quantique, comme la gravité quantique à boucle ou d'autres théories. Donc je ne décris même pas je vais même pas décrire ce que nous dit la théorie des cordes du monde, mais je veux simplement faire un certain nombre de remarques épistémologiques sur le fait qu'elle est formulée comme une théorie ultime qui doit tout expliquer. Et donc c'est une théorie qui est censée être absolument fondamentale et qui ne doit rien laisser à expliquer. Donc on peut voir ce type de principes, ils sont exprimés très, très, très fréquemment par les théoriciens des cordes. Bon, je vais devoir encore relancer mes slides, désolé. T'es coincé là Ouais, je ne sais pas ce qui se passe. Ou alors, je vais peut-être essayer de les recompiler, peut-être, je ne sais pas.
pu accéder aux slides. Bon, ça nous fait un petit intermède. La pause popcorn. Voilà. Là, c'est revenu. Ok, bon. En espérant que ce soit le dernier crash. Donc, un problème pour les théoriciens des cordes qui ont ce genre de motivation, c'est ce qu'on appelle le problème du paysage, car la théorie des cordes semble, admet un nombre incroyablement élevé de solutions non triviales. Et une question alors est de savoir si la théorie est compatible avec tous ces univers. Pourquoi vivons-nous dans cet univers-ci tel que décrit par le modèle standard de la physique des particules? Alors, il y a un autre problème qui est de dériver le modèle standard de la théorie des cordes, ce qui est une des objections faites classiquement aux théoriciens des cordes, c'est qu'ils n'ont pas réussi à produire la dérivation. Mais un autre problème, c'est de savoir, du point de vue des théoriciens des cordes, c'est de savoir pourquoi on vit en quelque sorte dans un monde qui correspond à une solution de la théorie plutôt qu'à une autre solution. En effet, donc, par exemple, Lise Moline exprime ce point. Si la théorie des cordes est une théorie finale, alors elle devrait tout expliquer. Et elle ne devrait pas laisser comme un fait brut, inexpliqué, que notre monde a la structure qu'il a, quand il aurait pu être très différent d'après la théorie. Alors c'est un point qui est un peu bizarre, mais je vais le développer. Et donc une solution ici, une idée qu'ont certains théoriciens des cordes, c'est que l'existence même d'un multivers dans lequel il y aurait une solution associée, un univers associé à chaque solution de la théorie permettrait de résoudre le problème. Mais en fait, on peut douter que le problème du paysage soit un vrai problème. Avant la théorie des cordes, par exemple, si on prend la relativité générale, il y a aussi beaucoup de solutions, mais personne ne considère que c'est vraiment un problème pour la théorie qu'elle ait autant de solutions. Donc ici, l'idée qu'il y aurait un problème avec la théorie des cordes vient vraiment de cette idée que la théorie doit être fondamentale et tout expliquer. Mais est-ce qu'on doit vraiment essayer d'expliquer pourquoi nous vivons dans un monde décrit par une solution de la théorie plutôt que dans un monde décrit par une autre solution? Est-ce que c'est vraiment le type de choses que l'on doit expliquer? Alors certains chercheurs comme Smolin pensent que oui, que nous devrions expliquer ce genre de choses, et parce qu'il croit, en tout cas lui, de manière très explicite, à un principe intéressant mais qui est aussi extrêmement discutable, qui est un principe philosophique. Et ce principe, c'est le principe de raison suffisante, qui est l'idée sur laquelle tout doit avoir une explication. Donc c'est un principe qui a été discuté beaucoup dans l'histoire de la philosophie, par les stoïciens, qui est important chez Spinoza, mais le nom qu'on associe habituellement à ce principe en philosophie, c'est celui de Leibniz, qui en a fait l'un de ses principes fondamentaux de sa philosophie. Et pour Smolin, en fait, il doit y avoir une explication à la raison pour laquelle nous observons les lois de la nature que nous avons dans notre monde, et de pourquoi nous vivons dans ce monde possible plutôt que dans un autre. Et donc lui, il considère que c'est quelque chose qui est de l'ordre de la physique de tenter de répondre à ce type de questions. Pourtant, ces motivations posent question, car il ne sera jamais possible de savoir si la réalité satisfait le principe de raison suffisante, et dans le cas contraire, où s'arrêter dans la quête d'explication. Donc ici, je fais référence à un article que j'ai coécrit avec James Reed de Oxford, où on discute cette idée de principe de raison suffisante et son utilisation pour argumenter de l'existence des multivers. Et on exprime un certain scepticisme, je confonds l'anglais et le français, une attitude sceptique à l'égard de ce type de motivation.
qu'on appelle des motivations rationnelles, vouloir expliquer les choses de manière a priori. Et donc, notre conclusion, c'est que le multivers des cordes, basé sur l'existence de nombreuses solutions d'une théorie, puisqu'il ne conduit à aucune signature empirique, ne fait que répondre à des desiderata, des demandes extra-scientifiques. Alors on dit que ça peut être quand même très utile comme principe directeur dans la recherche scientifique, mais ça ne doit pas avoir de principe de justification. Ça ne doit pas être utilisé pour soutenir qu'une hypothèse est vraie ou est probablement vraie. Donc, l'hypothèse du multivers des cordes, formulée en réponse au problème du paysage, n'est pas une hypothèse scientifique, au sens fort au moins. Pourtant, ici, en fait, j'ai présenté uniquement une attitude, une raison qu'ont les théoriciens des cordes de vouloir postuler l'existence d'un multivers. Mais ils en ont d'autres, et notamment, leur espoir, c'est de se tourner vers la cosmologie et de trouver un mécanisme cosmologique pour transformer ce multivers très abstrait, basé sur des considérations mathématiques, en un multivers qui est motivé par des raisons plus physiques, plus cosmologiques. Donc ça m'amène au second multivers dont je vais vous parler, qui est celui de la cosmologie scientifique. Au tout début de l'univers, le Big Bang a été suivi d'une période d'expansion très rapide de l'univers, qu'on appelle l'inflation. Donc, il y a eu plusieurs modèles de l'inflation, l'ancienne inflation, nouveau modèle. Et dans la plupart des modèles avec inflation, une conséquence est que l'inflation ne s'arrête jamais. En tout cas, il y a un problème à la faire s'arrêter. Et donc, si on prend ces modèles au pied de la lettre, il semble que les conditions qui ont donné naissance à notre propre univers se reproduisent un nombre infini de fois. Et de même pour des conditions similaires à celles qui ont donné lieu à notre univers, ce qui devrait donner lieu à l'existence d'une infinité d'univers bulles qui existeraient au-delà de l'horizon cosmologique. Alors, est-ce que c'est une hypothèse scientifique? Alors, il semble que l'inflation éternelle pourrait en principe être associée à une signature empirique, mais il y a quand même certains problèmes qui empêchent une telle association pour le moment. L'un de ces problèmes, c'est que la théorie n'est pas falsifiable pour le moment, mais seules des solutions particulières de la théorie le sont. Donc on peut simplement falsifier des modèles, des solutions. Donc ici, je vais utiliser les mots modèle et solution de manière équivalente. On peut simplement réduire en quelque sorte l'espace des modèles compatibles avec le monde actuel, mais on ne peut pas falsifier la théorie en son ensemble. Le cadre théorique semble être trop flexible pour s'exposer de manière profonde au retour empirique, et donc c'est considéré comme un problème, puisqu'on aimerait bien pouvoir vérifier est-ce que le cadre total, le cadre général de l'inflation éternelle est correct ou non, et pas simplement réduire le secteur de solutions associé à l'approche. Alors néanmoins, le fait que, ici là je fais référence à des travaux de Sean Carroll, le fait que certains modèles puissent être falsifiés est déjà une grande victoire pour les partisans de ce multivers, puisqu'on peut considérer que c'est quand même des progrès qui sont faits en réduisant l'espace des modèles de la théorie. Donc en gros, on a une situation un peu ambiguë qui est que on peut tester certaines solutions de l'approche, mais on ne peut pas tester l'approche elle-même. Donc, ensuite, est-ce qu'on pourra faire mieux à l'avenir? Évidemment, c'est la question. Je ne sais pas, ça me semble incertain de ce que je comprends à l'heure actuelle, que la théorie dans son ensemble puisse être testée à l'avenir. Mais comme je l'ai expliqué au début de ma présentation, on ne sait pas toujours ce qui sera possible ou non à l'avenir. Donc, ça me semble être un cas intéressant et qui me semble avoir une certaine légitimité scientifique, même si ce n'est pas clair à l'heure actuelle est-ce que le cadre pourra être testé ou non. Donc ici, ce point que je viens d'afficher, c'est simplement pour dire que peut-être qu'il y a des degrés de scientificité aussi, qu'on peut considérer que même si on n'a pas la situation idéale avec un retour empirique, et même s'il devait être le cas qu'on ne pourra pas tester de manière
tout à fait convaincante le cadre théorique dans son ensemble, on peut considérer que, puisque c'est une très bonne, si c'est une très bonne explication, je ne veux pas me mouiller là-dessus, mais si ça devait être une bonne explication des données accumulées, ça pourrait être, on pourrait considérer que ça a une certaine dose de confirmation et de scientificité, même si on n'est pas au maximum ou au niveau de ce qu'on aimerait avoir de manière idéale. Alors j'en viens à un troisième modèle, les modèles cycliques. Et donc, faisons référence ici aux stoïciens à nouveau avec l'ekpyrosis, qui est un aspect de leur cosmologie. Donc, dans leur modèle cosmologique, on a une succession cyclique d'univers qui sont identiques les uns aux autres et qui passent par une phase de destruction et de renaissance dans le feu, dans une explosion. Et ici, en supposant l'existence des univers successifs, on a un multivers qui est étalé dans le temps avec une infinité d'univers successifs. Donc là, bien sûr, je vais être clair que beaucoup de physiciens considéraient que ce n'est pas un scénario de multivers, puisque seul l'univers dans lequel on est existe. Mais toutefois, je veux attirer votre attention sur le fait que si on adopte une thèse éternaliste à propos de l'existence dans le temps, qui est la thèse sur laquelle tous les instants, tous les autres instants ont la même existence que l'instant présent, alors on devrait attribuer la même existence aux univers passés, aux univers futurs. Donc l'éternalisme, c'est une thèse sur l'existence dans le temps, qui est très fortement suggérée par la physique relativiste. Et en gros, pour donner une intuition, l'idée c'est que de la même manière que ce qui existe à d'autres endroits existe, ce qui est localisé à d'autres instants existe aussi. Donc de la même manière que nos ancêtres et nos descendants, pardon, de la même manière que même si vous êtes, pour une grande partie d'entre vous, localisé en France maintenant, vous n'irez pas que, par exemple, les Australiens existent à un autre endroit dans l'espace. Donc l'idée ici, c'est qu'on peut appliquer le même raisonnement pour le temps et défendre que les autres instants existent. Donc si vous avez ce type d'hypothèse, alors les hypothèses cycliques deviennent des formes de multivers temporels. Alors bien sûr, les stoïciens, ça date un petit peu. Alors, que nous dit la physique contemporaine? Donc, il y a plusieurs modèles cycliques. Donc ici, je vais en présenter un, celui de Roger Penrose, puisqu'il a l'avantage d'avoir une signature empirique assez intéressante. Donc son idée, c'est que l'un des outils les plus puissants de la cosmologie scientifique, à savoir le fond diffus cosmologique, qui est la lumière résiduelle du Big Bang, nous fournit beaucoup d'informations et qu'on peut chercher à l'intérieur de ce fond diffus cosmologique des traces de l'univers précédent. Donc son modèle implique qu'il devrait y avoir des traces subtiles de l'univers précédent dans la lueur résiduelle du Big Bang. Juste une petite parenthèse semi-technique pour ceux que ça intéresse. Son idée, c'est d'utiliser une géométrie conforme, avec l'idée que quand les particules qui ont une masse disparaissent, l'univers adopte une géométrie conforme dans laquelle la métrique n'a plus de signification. Donc c'est comme si ce qui comptait, c'était simplement les cônes de lumière, mais les extérieurs, il n'y avait plus de particules voyageant à l'intérieur des cônes de lumière, mais simplement des particules voyageant dans les intervalles de genre nul. Et donc, il colle les deux univers successifs l'un à l'autre avec l'idée que, puisque la notion d'espace, de métrique disparaît, on peut coller un univers qui est en expansion très grande à un Big Bang dans l'univers d'après, puisque l'espace en quelque sorte disparu. Et son idée, c'est que les collisions de trous noirs supermassifs qui vont se former avec dans les amas de galaxies, en fait, tous les trous noirs supermassifs vont fusionner. Et donc, leurs collisions vont créer des ondes gravitationnelles qui vont passer dans l'univers successif et créer des cercles concentriques dans le fond diffus cosmologique. Et sa deuxième idée, c'est que les rayonnements, que les trous noirs vont s'évaporer entièrement par rayonnement de Hawking, et que ces rayonnements vont chauffer et créer des
des signaux dans les distributions gaussiennes de variation de la température dans le fond diffus cosmologique. Donc son idée, c'est qu'on peut faire de l'analyse statistique du CMB pour essayer de trouver ces signaux. Et donc il y a tout un échange, un débat récemment pour essayer de savoir quelle était la signification de ces signaux. Donc Penrose et son groupe soutiennent qu'ils ont trouvé ces signaux. Moi, je ne me mouille pas, je ne sais pas du tout quel est l'état actuel de ce débat, mais je note juste que c'est une manière intéressante de comprendre comment on pourrait avoir un accès causal à un autre univers. Et donc la conclusion ici, c'est que les hypothèses de multivers cycliques peuvent être scientifiques en expliquant les données accumulées et en ayant une signature empirique. Je vois que est-ce que je peux prendre encore 10 minutes ou parce que j'étais interrompu plusieurs fois parce que je vois que je prends un petit peu de retard, Arnaud. Ouais, pas de problème, vas-y. Ok. Donc maintenant, le multivers de la physique quantique, donc c'est un cas très compliqué d'un point de vue épistémologique, d'un point de vue philosophie des sciences. Donc ici, l'idée, c'est que la mécanique quantique everettienne appréhende l'équation de Schrödinger comme fournissant une description complète des systèmes physiques qu'elle décrit. Donc on n'a pas de variable cachée, qu'elle soit locale avec les théories superdéterministes ou non locale avec les approches bohmiennes. Et le postulat de la réduction de Born n'a pas de valeur ontologique. Donc l'idée de cette approche, c'est que toutes les possibilités décrites par l'équation coexistent. Dans la version moderne, qui diffère de la version d'Everett, les différentes possibilités correspondent à des mondes différents. Je dis ça parce que souvent on contraste l'approche des mondes multiples telle qu'elle est défendue, notamment par exemple à Oxford, elle est très populaire à Oxford. Elle diffère de celle qui était défendue à l'origine par Everett, parce que pour lui, c'était plutôt l'idée d'avoir une pluralité d'états d'un seul univers. Alors maintenant, dans la version, disons, raffinée de l'approche d'Everett, on considère vraiment que ce sont des mondes multiples, des mondes différents. Mais ces mondes, une subtilité, c'est que ces mondes ne sont pas fondamentaux. Ils émergeraient d'une réalité plus fondamentale qui est associée à l'état quantique universel, qui est très difficile à articuler à l'aide de catégories ontologiques. L'idée, ce serait qu'on a un monde quantique fondamental et que le multivers lui-même, la séparation de cette réalité quantique fondamentale en monde, est elle-même émergente. Il y a plusieurs raisons de considérer que ce multivers n'est pas fondamental, mais il n'empêche qu'il soit fondamental ou non, il considère que ce multivers existe et que vraiment, si cette approche est la bonne approche de la mécanique quantique, alors on vit dans un multivers quantique. Alors, est-ce que c'est une hypothèse scientifique? Il faut ignorer la photo pour l'instant, je vais y revenir. Le problème, c'est que c'est qu'une interprétation du formalisme quantique parmi d'autres. On a beaucoup d'autres approches, par exemple les approches bohmiennes et les modèles de l'effondrement spontané. Donc là, les approches que je cite, ça peut peut-être rendre perplexes certains d'entre vous. Ce sont les approches dites réalistes de la mécanique quantique, les plus discutées dans les fondations de la mécanique quantique et dans la philosophie de la physique quantique. Parce qu'il y a d'autres approches, comme les approches comme les approches cubistes ou ce genre de choses, où l'approche de Copenhague est très répandue chez les physiciens qui ne travaillent pas dans les fondements quantiques. Mais parmi les physiciens qui travaillent dans les fondements de la physique quantique, les approches les plus développées, qui essaient d'avoir une ontologie claire de comment est le monde si la théorie est vraie, les trois grandes approches, ce sont l'approche des mondes multiples, les approches bohmiennes et les modèles de l'effondrement spontané, modèle GRW et CSL. Et une chose intéressante, c'est que donc, les approches CSL, qui sont un type particulier d'approche de l'effondrement spontané, l'idée c'est que on a un effondrement spontané qui n'est pas déclenché par une observation. Et si le monde est comme ça, indépendamment des observations, ça veut dire qu'il faut modifier l'équation de Schrödinger et ajouter un terme stochastique qui devrait mener à des prédictions, des choses qu'on peut observer, qu'on peut aller voir dans les laboratoires.
Et donc, les modèles CSL prédisent des radiations spécifiques, X et gamma, qui sont en principe observables. Et il y a des recherches en cours au sein, par exemple, du laboratoire de Grande Sasso. Donc, on avait le professeur Conseillanu qui nous a donné une conférence sur le sujet la semaine dernière. Et donc, ce qu'ils essayent de faire, c'est de détecter ces radiations spécifiques qui mettraient à mal la physique quantique classique au profit de cette autre approche des modèles CSL. Donc ça veut dire que la mécanique everettienne, en principe, elle est falsifiable, puisque si on venait à observer ce genre de signaux, alors on montrait que elle est tout simplement fausse. Mais le problème, c'est que si on n'observe jamais, ces radiations et qu'on n'observe jamais que les modèles CSL sont les bons modèles, dans ce cas, ce multivers everettien, la théorie qui postule son existence va demeurer dans une situation de ce qu'on appelle de sous-détermination à l'égard d'autres théories de la mécanique quantique. Donc ça veut dire que, mettons que ce soit qu'on n'arrive pas à trouver ces radiations et donc on dit bon c'était une mauvaise idée, finalement c'est pas la bonne manière c'est pas la bonne approche de la physique quantique, les modèles CSL. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Puisqu'on reste avec un modèle, avec une situation dans laquelle on a plusieurs approches de la physique quantique qui sont dans une situation d'équivalence empirique. Elles ne divergent pas sur leurs prédictions, sur comment doit être le monde si elles sont vraies. Voilà, on a une situation ambiguë. Alors très rapidement, j'ai un multivers numéro 5, donc je n'avais pas listé, c'est celui des philosophes. Alors, je me dis que je vais quand même parler du multivers des philosophes, et notamment du multivers du réalisme modèle. Donc on a le réalisme modèle, peut-être aussi l'hypothèse de l'univers mathématique de Tegmark, qui sont des approches très spéculatives. Donc l'approche de Tegmark, c'est l'idée selon laquelle le monde est fait de structures mathématiques et toutes les structures mathématiques existeraient. Donc ça, je ne vais pas en parler. Un autre type de multivers philosophique qui me paraît plus intéressant, c'est le réalisme modèle de David Lewis. Et donc, dans cette approche, l'idée, c'est que ce qui nous semble possible, en fait, correspond à des mondes réels. Et ces mondes possibles seraient tout aussi réels et concrets que le monde actuel dans lequel nous vivons. Alors, ça peut paraître vraiment extrêmement bizarre, mais bon, c'est une hypothèse qui a été développée par les philosophes pour expliquer un certain nombre de problèmes philosophiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, ce qui semble clair, c'est qu'ici, ça n'a rien à voir avec des considérations scientifiques ou empiriques. C'est motivé purement par des motivations rationalistes, expliquer des choses purement a priori, qui n'ont rien à voir avec le monde empirique. Mais en fait, c'est assez ambigu. Est-ce que c'est vraiment le cas? Parce que parfois, on peut obtenir des contraintes fortes et inattendues de la physique qui viennent contraindre la spéculation philosophique. Et c'est peut-être le cas avec le réalisme modèle. En effet, Christian Wüthrich, dont a parlé Philippe au début de cette présentation, soutient que le réalisme modèle de Lewis est en tension avec l'émergence potentielle de l'espace-temps dans certaines approches de la gravité quantique. Alors, comment ça marche? L'idée, c'est que le réalisme modèle de Lewis, comment il fait pour distinguer les différents mondes? Il dit que les différents mondes sont spatio-temporellement déconnectés. Donc, il faut une variété fragmentée, en quelque sorte. Or, ce que nous dit Christian Wüthrich, c'est que Lewis suppose que l'espace-temps est ontologiquement fondamental et que tout monde possible doit être distingué d'autres mondes possibles de manière spatio-temporelle. Mais si l'espace-temps n'existe pas fondamentalement dans le monde actuel, comme le soutiennent certaines approches de la physique contemporaine, alors le monde actuel ne fait pas partie des mondes possibles de Lewis. Donc ce que ça montre, c'est qu'on devrait être sceptique dans une certaine mesure quant à notre capacité présente de déterminer que quelque chose restera toujours déconnecté de l'enquête empirique à venir. Donc ici, je ne veux pas du tout dire que ce type d'hypothèse philosophique est scientifique, pas du tout. Je ne pense pas du tout que le réalisme modèle de Lewis est scientifique. Mais pour moi, c'est plutôt une preuve de principe qui montre que la physique peut mener à des conséquences vraiment inattendues qui peuvent mener à des contraintes sur la spéculation philosophique.
Donc si c'est le cas, ça montre aussi que peut-être que la physique qu'on va pouvoir construire pourra venir contraindre euh, notre compréhension du monde et offrir de nouvelles manières de trouver des signatures empiriques de théories. Donc pour conclure, d'une part, les hypothèses qui impliquent un multivers, lorsqu'elles sont basées uniquement sur des principes non empiriques, n'ont pas une valeur de justification épistémique. Elles peuvent néanmoins constituer des principes directeurs précieux dans la recherche d'une nouvelle physique et donc être scientifiques dans un sens restreint. Mais on n'a pas l'ensemble de ce qu'on voudrait avoir. D'autre part, les idées de multivers peuvent être pleinement scientifiques si elles ont une signature empirique ou pourraient en principe en avoir une, comme dans le cas du multivers cyclique, mais il y a d'autres cas potentiels dont je n'ai pas parlé. Le cas d'inflation éternelle est plus difficile à catégoriser car, à mon sens, il n'est pas clair si ce scénario pourrait en principe être confirmé empiriquement ou non. Et donc sur ce, je conclus qu'en principe, la physique pourrait nous apprendre un jour que nous vivons dans un multivers. Et ce qui me paraît être important quand on fait face à ce genre d'hypothèses très spéculatives, c'est de distinguer en fait les motivations qui président à ces hypothèses. Est-ce qu'elles sont plutôt d'ordre, je dirais, empirique, avec une signature empirique, ou en tout cas une volonté d'expliquer de manière très précise les données accumulées, ou est-ce qu'elles relèvent plutôt de ce que j'appellerais des principes philosophiques, comme le principe de raison suffisante? Et dans ce cas-là, je dirais peut-être que ça a une valeur et que c'est très intéressant, mais je me garderais d'attribuer une valeur scientifique à ce type d'hypothèse ou de motivation pour défendre ce type d'hypothèse. Et donc sur ce, je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup pour votre attention. Bien, merci beaucoup Baptiste. Le timing est très bien, donc c'est parfait. C'était vraiment hyper intéressant. Je pense que ça nous fait tous réfléchir à ce que c'est qu'une hypothèse, ce que c'est qu'une hypothèse scientifique. Et effectivement, il y a tout ce que c'est des modèles, des théories, des choses comme ça. Donc il y a déjà 2-3 questions. N'hésitez pas. Donc si vous avez une question, vous faites un petit signe dans le truc de discussion. Alors, je peux peut-être arrêter les slides. Ouais, si tu peux faire ça. Alors, par exemple, je peux donner, donc, il y a une question de Yann. Alors, Yann, je vais te donner la parole. Je vais rouvrir ton micro. On va faire comme ça. Donc, a priori, tu dois. Ouais. Bonjour, on m'entend? Ouais. Ok. Alors, moi, je me demandais, est-ce qu'on peut utiliser une théorie infalsifiable, donc dans ce cas, la théorie des cordes, pour démontrer qu'une autre hypothèse est scientifique ou pas, et donc falsifiable selon vos prérequis? Je pense que je ne suis pas forcément d'accord que la théorie des cordes est infalsifiable. Je dirais que, en fait c'est quelque chose que dans l'article qu'on a écrit avec James Reed, qu'on rejette. On dit qu'en fait, le problème de la théorie des cordes, s'il y a un problème, c'est plutôt qu'elle a déjà été falsifiée. En fait. Parce que ou bien elle a déjà été falsifiée au sens qu'on n'a pas réussi à trouver un modèle de la théorie qui correspond au monde actuel, ou bien, je veux dire, ce qu'on dit, c'est que c'est pas parce qu'une théorie a beaucoup de solutions que ça crée un problème de falsifiabilité. Prenez la relativité générale, par exemple, elle a beaucoup de solutions, pourtant elle est falsifiable, la théorie. Donc je pense que, alors je sais pas, est-ce que peut-être ça répond pas à votre question, mais je voulais insister sur le fait que je pense pas que la théorie des cordes, par principe, n'est pas falsifiable. Yann, ça répond à ta question en partie? Alors, ouais, parce qu'il a perdu son micro, donc je redonne la parole. Oui, merci, c'est bon. Alors, je ne suis pas expert de la théorie des cordes, mais il me semblait que dès lors qu'on pouvait réfuter certaines solutions, donc comme vous l'avez dit, mais qu'on en avait quasiment une infinité avec le nombre de variables qu'il y avait, et que donc
dès que ça n'allait pas, il suffisait de changer un paramètre pour obtenir un nouveau truc qui nous convienne. Donc pour moi, ça, c'est une définition d'un falsifiable. Après, je me trompe peut-être sur l'interprétation. Bien sûr. En fait, le problème, c'est que à mon avis, c'est pas totalement juste que, en fait, on n'a pas réussi à dériver le modèle standard de la physique des particules de la théorie des cordes. On peut récupérer la relativité générale, mais pas le modèle standard. Donc, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'il y a beaucoup de solutions, est-ce que c'est un vrai problème ou pas. Et le deuxième problème, c'est qu'on n'a pas trouvé la bonne solution dont on a besoin. Donc, on pourrait dire, oui, mais puisque la théorie est immense, un espace de solutions qui est immense, et qu'aucune de ces solutions ne fait le job, on pourrait dire que la théorie est falsifiée. Mais bien sûr, elle n'est pas falsifiée, puisqu'on ne connaît pas toutes les solutions. Mais potentiellement, elle pourrait être falsifiée. Je ne sais pas si on arrivait à montrer qu'aucune solution ne fonctionne. Parce qu'en fait, je pense que le point un peu compliqué, c'est pas parce qu'une théorie est compatible avec une infinité de solutions, disons qu'une théorie admet une infinité de solutions, qu'elle admet comme solution tout ce qui est possible. C'est ça, je pense, le problème un peu, la simplification qui est faite parfois. Une théorie peut avoir une infinité de solutions et aucune de ces solutions ne fait le job, ne correspond à ce qu'on cherche. Donc, même si, en fait, le premier problème, comme vous l'avez dit, c'est qu'on peut, voilà, suivant la manière qu'on a de compactifier notre espace cible, est-ce qu'on ajoute des brins ou non, etc., on peut construire plein de mondes très différents, c'est vrai, mais on n'a pas réussi à avoir le modèle qu'on voulait, pour avoir le modèle standard. Ok. Merci. Et d'autres questions qui arrivent. Je vais donner la parole à Julien Mercier. Je le trouve dans la liste. Julien Mercier, je te donne la parole. Ça doit être fait. Bonjour, oui. Bonjour. Je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris la nuance, mais si je comprends bien, au-delà de l'horizon observable, on n'a que des intuitions, on n'a pas de méthode d'observation, logiquement, ni indirecte. Et du coup, je me demandais, est-ce que le fait de reconnaître ou d'imaginer ou de postuler l'existence d'entités au-delà de l'horizon cosmologique implique forcément, logiquement, l'existence d'un multivers ou d'autres univers? Non, je ne crois pas. Après, ce dont j'ai parlé au-delà de l'univers, pardon, de l'horizon cosmologique, c'est parce qu'on a une théorie, la théorie de l'inflation, qui en quelque sorte nous donne une description de ce qui se passe au-delà de l'univers observable. Mais bien sûr, c'est peut-être qu'il se passe autre chose. C'est pas parce qu'il y a quelque chose localisé à l'extérieur de l'univers observable que ça doit forcément être un multivers. Bien sûr, si c'est ce que j'ai laissé entendre, c'est pas du tout ce que je voulais laisser entendre. D'accord, merci. Non, je ne pense pas que vous avez laissé entendre ça. C'était ma propre interrogation sur cette notion que si on n'a évidemment pas des limites claires du premier univers, à quel moment on dit que commence un deuxième, par exemple. C'est ce que je me demandais. Alors, on avait aussi une question de Marco Romanelli. Marco, je ne te trouve plus dans ma liste. Je ne te vois plus. Alors, je vais passer à une autre. Il y avait Jean-Pierre Gazot qui avait aussi une question. Alors, je n'arrive pas à lui donner la parole. Alors, je ne les vois plus dans les listes des participants. Donc, je ne sais pas pourquoi. Marco, voilà, je peux te donner la parole. À moi? Oui, vas-y. J'avais pas de questions, non, c'était juste une réponse à ce que disait Yann tout à l'heure. Oui, qu'effectivement, oui, je pense que, d'après ce qu'on entend, hein, moi, bien sûr,
je n'y connais rien de première main, mais qu'effectivement, la théorie des cordes est incapable de faire des prédictions. Donc, c'est pas, pour l'instant, ce n'est pas une théorie physique. Par ailleurs, oui, c'est ce que je disais aussi, probablement même les mots théorie est un peu un abus de langage, dans le sens que je ne crois pas qu'on puisse vraiment la formuler. Il y a des conjectures, des hypothèses, enfin, mais pas un cadre, formel. Enfin, on ne peut pas acheter un manuel de théorie des cordes où on trouverait les postulats 1, 2, 3, 4, comme pour la physique quantique ou la relativité générale. Je crois que même les mots théorie, c'est un raccourci, là, parce que... Moi, je pense que je ne serais pas tout à fait d'accord. Alors, évidemment, le mot théorie lui-même, on peut discuter longuement. Il y a beaucoup de conceptions de ce que c'est qu'une théorie. En philosophie des sciences, les deux les plus connus sont les approches syntaxiques et sémantiques. Syntaxique, on a plutôt une théorie axiomatique avec des axiomes, des postulats, etc. Théorie sémantique, on considère que c'est des ensembles de modèles, de solutions. Alors, il me semble que dans les deux sens, en fait, on a plusieurs théories des cordes. On a 5 théories des supercordes, type 1, 2A, 2B, théorie hétérotique. Et elles ont quand même des formalismes mathématiques. C'est des théories perturbatives qui reposent sur la théorie perturbative. Mais j'ai l'impression que les théoriciens des cordes considèrent que ce sont des théories des cordes. Donc, moi, en tant que philosophe, je ne peux pas m'exposer plus que ça, mais je note que en tout cas, certains de mes collègues physiciens, eux, considèrent qu'ils manipulent des théories qui sont partiales, qui sont approximatives, qui sont fausses, mais qu'ils travaillent sur des théories qui sont bien développées. Alors, je donne la parole à Jean-Pierre. Jean-Pierre Gazeau, c'est bon? Tu dois avoir le micro ouvert. Voilà. Vous m'entendez là maintenant? Oui. Ah, parfait. Oui, bonjour et merci pour cette belle conférence. En mon sens, il y a quand même une question toujours du modèle mathématique que l'on va utiliser et qui, lui, va changer au fil du temps. Et tout modèle mathématique a des pièges. Par exemple, en relativité générale, les pièges sont les singularités mathématiques. On ne peut pas appréhender d'un point de vue physique. On ne peut pas observer l'infini ou la singularité mathématique. Dans le cas, par exemple, des multivers, pour moi, c'est une forme de singularité, d'un piège ou d'un avatar du formalisme quantique. Dans la mesure où la notion même de temps, dans ce qu'on appelle l'effondrement dans le formalisme standard de l'effondrement de la fonction d'onde, le phénomène du temps, ce temps-là, quel est-il? Comment le définir? Comment le définir précisément? Ce n'est certainement pas le temps cinématique de la relativité galiléenne ou restreinte. Donc voilà des questions ou des commentaires. Si vous avez quelques réactions là-dessus, ça m'intéresserait beaucoup. Oui, alors c'est un sujet qui me passionne. Disons, la pertinence et la limitation des mathématiques à décrire le monde physique, c'est un sujet passionnant. Et je dirais que dans le fond, je suis d'accord avec vous. Je pense que l'utilisation de l'outil mathématique, c'est très puissant pour la physique, mais ça crée aussi, comme vous l'avez dit, énormément de pièges. Ça projette de la structure sur la réalité qui n'y est pas forcément. Donc, en principe, je suis d'accord sur le fait qu'il faut être très prudent à ne pas, dériver des conséquences philosophiques ou même physiques des mathématiques de manière erronée. Donc ça, disons que ce serait mon point de vue plus général. Pour les singularités, je sais que c'est la vision dominante chez les physiciens, que les singularités sont plutôt des artefacts mathématiques et qu'il n'y a pas de singularité physique. Pour moi, la question reste ouverte. Je ne pense pas qu'il y a forcément de contradiction à avoir des singularités physiques, mais je comprends qu'on puisse vouloir essayer de les éviter et que ça a quand même une odeur d'artefact mathématique dont on aimerait se passer. Après, pour les multivers, est-ce que c'est simplement
de l'excès mathématique, j'ai envie de dire oui. Enfin, c'est un peu le genre de choses qui me gênent avec les arguments type problème du paysage en théorie des cordes. Je n'ai pas parlé aujourd'hui du problème du fine-tuning, mais je pense que j'ai un peu le même genre de réticence aussi là-dessus. C'est qu'on a tendance à un peu trop prendre au sérieux les mathématiques. Moi, je considère que les mathématiques utilisent beaucoup des approximations, des théories perturbatives, et que souvent les philosophes ont tendance à exagérer le fait que le monde physique a une structure mathématique. Les mathématiques, ça marche bien en certains contextes, mais ça marche pas non plus aussi bien qu'on pourrait le vouloir, en un sens. Donc, voilà, là, je suis un peu parti dans plusieurs directions, mais c'est comme ça que je répondrai. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, et en particulier, vous citez un exemple auquel j'aurais pu penser, parce que c'est le fine-tuning, justement, qui est prisonnier d'une description mathématique avec des mesures mathématiques. Mais on peut changer cette mesure, on peut changer de modèle, on peut trouver d'autres types de mesures qui ne seront jamais parfaites, de toute façon, jamais parfaites, mais qui vont peut-être mieux rendre compte d'un certain nombre d'observations. Tout à fait. Je pense que il y a le problème. Très, très prudent sur, comme vous le dites, hein, sur la validité, la notion de validité d'un modèle mathématique dans sa totalité. Tout à fait. Donc, moi, je ne peux pas s'en passer des mathématiques, bien évidemment, bien sûr, pour faire de la physique, mais il faut toujours être réaliste et ne pas vouloir demander au modèle plus que ce qu'il apporte. Voilà. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Après, peut-être je nuancerai un tout petit peu en disant que ce n'est pas forcément, même si tout ce qu'on a dit, bien sûr, est juste, on peut quand même espérer peut-être tirer certains enseignements des modèles, si on arrive à avoir un certain sens des limites mathématiques du modèle. Tout à fait. Je suis d'accord. Merci. Merci à vous. Bien. Alors, pour ton information, Baptiste, il y a Marie qui fait le service après-vente par derrière, qui répond à d'autres questions sur le chat pendant que tu réponds à d'autres questions. Donc, visiblement, voilà. Merci Marie. Voilà. Alors, est-ce que, je ne sais pas, Philippe, est-ce que tu veux, je pense qu'on a fait le tour des questions. Philippe, si tu veux, si tu en as une toi aussi de ton côté ou pas. En tous les cas, moi, j'en profite au nom de tous les membres de l'IPR et tous les gens qui sont là, qui ne peuvent pas le dire directement, de te féliciter pour cette conférence. Alors, je vois que Marie a levé la main entre-temps. Donc, voilà, je repasse la main à Marie et puis après, je laisserai Philippe conclure. Alors, Marie, comment je fais? Je te redonne le son. Voilà. Tu dois avoir le micro. C'est bon, merci beaucoup. Merci Baptiste. J'avais une question sur le caractère explicatif des hypothèses scientifiques. Effectivement, il y a beaucoup d'hypothèses des multivers qui ont été introduites pour répondre à un fait brut déplaisant. Les multivers en mécanique quantique, qui répondent au problème de la mesure. Les multivers qui dépendent de l'inflation éternelle, qui sont en réponse au problème de l'horizon, de la platitude, etc. Ce qui veut dire que le caractère scientifique de l'hypothèse, si il dépendait de son caractère explicatif, dépendrait aussi si oui ou non on considère ces faits bruts comme requérant une explication en premier lieu. Ce qui veut dire que le caractère scientifique de l'hypothèse, dans ce cas-là, devient relatif à ce qu'on considère qui nécessite une explication ou pas. Est-ce que ça fait partie des raisons pour lesquelles tu rejettes la confirmation, le caractère non empirique du caractère des hypothèses scientifiques basées purement sur le caractère explicatif? Est-ce que c'est des choses que tu considères comme une raison de rejeter les hypothèses scientifiques ayant simplement un pouvoir explicatif? Je vais faire plusieurs remarques et puis après tu me diras ce que j'ai manqué dans ta question. Je dirais qu'il y a plusieurs... je pense qu'il ne faut pas avoir une épistémologie infaillibiliste, c'est-à-dire se dire est-ce qu'on peut confirmer à 100% quelque chose ou non. J'aime bien l'idée de confirmation bayésienne, on augmente la probabilité d'une hypothèse d'être juste ou non. Donc je pense que voilà, on peut peut-être augmenter et avoir de fortes raisons de croire en la vérité d'une hypothèse scientifique. Mais il me semble que si on n'arrive pas à avoir une signature empirique, on n'a pas tout ce qu'on aimerait avoir. Donc on n'a pas le degré
de confirmation qu'on aimerait avoir. Voilà, une confirmation où, je sais pas, les physiciens théoriciens parlent de 5 sigma ou 6 sigma. Enfin, il semble qu'il y a quand même des choses qu'on a envie d'avoir bien confirmé une hypothèse. Donc, je ne veux pas non plus être trop dogmatique en disant qu'une hypothèse n'est pas scientifique si elle n'a pas de signature empirique. Mais ce que je veux dire, c'est que pour être totalement scientifique et pertinente, je pense qu'il faut quand même qu'on ait un peu un espoir d'avoir une signature empirique qui nous permette de prendre, de déterminer si elle est juste ou non. Mais est-ce que tu peux reformuler la question parce que je crois que j'ai manqué une partie. Je me posais juste, pour moi, les hypothèses scientifiques qui sont introduites seulement du fait de leur caractère explicatif et qui n'ont pas d'autre caractère qui permettrait de justifier leur scientificité sont celles aussi qui créent les controverses scientifiques à long terme, qu'il s'agisse de l'introduction de la matière noire, qui a un énorme pouvoir explicatif à plusieurs échelles, mais qui, pour les partisans de la théorie de la gravité modifiée, n'est pas une hypothèse scientifique puisqu'elle a un petit caractère infalsifiable. On peut toujours amender la théorie de la matière noire, le modèle de la matière noire de telle sorte à être en conformité avec les faits. Donc, pour moi, les hypothèses scientifiques qui n'ont qu'un pouvoir explicatif sont aussi celles qui génèrent le plus de controverses scientifiques. Donc, je voulais savoir comment tu... Ouais. Pas une raison de les rejeter ou de les complémenter avec un autre principe de justification de leur scientificité. Pour tout ce qui est matière noire, gravitation modifiée, je pense que là, par contre, on a de bon espoir d'avoir des retours empiriques. C'est-à-dire que je dirais que l'inflation éternelle me paraît plus problématique au sens où il y a vraiment un doute sur le fait de savoir est-ce que ce sera possible un jour de tester la théorie. Pour la matière noire, il semble qu'il y a plein d'hypothèses qui ont des conséquences qu'on peut aller chercher. Donc, je me dis, s'il y a le potentiel pour une théorie à l'avenir, peut-être ça va prendre 10 ans, 20 ans, 100 ans, mais s'il y a un potentiel de trouver des signatures empiriques dont on ne connaît rien à l'heure actuelle, pour moi, c'est déjà pas mal. Par contre, ce qui me gêne, c'est que si on est dans un cadre, par exemple, comme dans certains modèles de multivers, où on va te dire, bah là, on sait que c'est pas possible, ce sera jamais possible de trouver une signature empirique, bah là, ça me pose plus de problème, parce que je pense qu'on bascule, on sort un petit peu de la science pour entrer dans la parascience. Donc une parascience qui peut avoir de la valeur, ça peut avoir de la valeur intrinsèque, mais on ne peut plus mettre le timbre, le logo science sur l'approche. Merci, Béatrice. Merci à toi. Philippe, je te laisse conclure. Il ne faut pas me laisser la parole parce que ça n'a pas être une conclusion que je vais faire, mais c'est le développement de nouveaux problèmes. Donc... non, je suis en mal de conclusion. Par contre, j'ai plein de problèmes sur les bras. Non, non, c'est parce que voilà, j'ai toujours du mal à me dire comment est-ce qu'on peut savoir à l'avance qu'une théorie est à jamais infalsifiable ou qu'elle a un potentiel d'être falsifiée. Non, parce que voilà, il y a des exemples historiques. Tu prenais l'exemple du géocentrisme et l'héliocentrisme. Et en général, dans l'histoire des sciences, on noircit toujours le camp géocentriste parce que c'est les perdants de l'histoire de la science. Alors on dit, ceux-là, ils avaient des épicycles, ils bricolaient pour faire tenir leur théorie face à l'expérience contradictoire. Alors qu'en fait, à l'époque, ceux qui étaient souvent qualifiés pour inventer les épicycles, c'était les héliocentriques, parce qu'ils avaient cette fameuse, on leur disait, mais si la Terre se déplace énormément autour de son axe, autour de son orbite, on doit avoir la parallaxe des étoiles. Pourquoi est-ce qu'on ne la voit pas? Et donc la réponse typique des héliocentristes, c'est de dire on ne pourra jamais la voir parce que les étoiles sont beaucoup, beaucoup trop loin. Ce qui n'était pas complètement faux, puisqu'il a fallu attendre le 19e pour la voir, la parallaxe des étoiles. Et donc, comment peut-on savoir à l'avance que cette expérience de la parallaxe des étoiles est fermée à jamais ou ouverte? C'était difficile pour eux de... Voilà, c'est tout. Donc après, est-ce qu'on peut vraiment utiliser ce critère de potentiel de falsifiabilité de se dire, voilà, parce que si c'est un critère, ça veut dire qu'on peut l'appliquer, on peut savoir à un temps T, cette théorie a un potentiel, cette théorie n'a pas un potentiel. Mais bon, potentiel, évidemment, c'est une promesse sur l'avenir, que sait-on?
Et est-ce que ce serait pas plus sage alors d'avoir plutôt un caractère complètement, un critère de scientifique, c'est complètement relatif au contexte, c'est-à-dire dans l'état actuel de nos moyens d'observation, elle n'est pas falsifiable. Donc relativement à ce contexte épistémique qu'est le nôtre, ce n'est pas scientifique, mais dans un autre contexte que si nos instruments d'observation augmentent, par exemple pour la possibilité de détecter une parallaxe d'une étoile qui est située à 100 000 milliards de kilomètres, là par contre la théorie deviendra scientifique. Tu mets le doigt sur le problème difficile dans ce que j'ai dit. Après, j'aimerais pas trop cette idée de dire que c'est pas scientifique à la fin. Je pense que j'ai quand même plus envie de donner une sorte de valeur un peu sociologique. C'est-à-dire si un groupe de physiciens pense que subjectivement, même si on ne sait pas comment on peut le tester, que ça pourrait être testable à l'avenir, ça me paraît être un critère subjectif comme un autre pour juger que ça a une certaine dose de scientificité. Peut-être pas la scientificité maximale, mais une certaine dose. Mais oui, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Au final, bon, tu sais que je suis un philosophe sceptique, donc on arrive à une conclusion un peu sceptique. Pour moi, c'est qu'on arrive au bon endroit. Oui, mais c'est normal. C'est ton côté philosophe. Et oui, t'as raison, bien sûr. Alors, oui, en fait, ta réponse est un peu kuhnienne, en fait. Mais c'est pas, c'est dans ma bouche, je veux dire, c'est pas du tout un reproche, au contraire. Oui. Mais le critère sociologique, c'est exactement ça, le critère. Disons que je suis un peu entre les deux, c'est-à-dire que peut-être par rapport à la philosophie des sciences plus classique, ou peut-être dans la tradition analytique, elle est plus proche de Popper et de raisonnement plus logique. Moi, vu que j'ai plutôt le nez avec les physiciens, j'ai quand même plus de sensibilité aussi aux critères sociologiques que beaucoup de philosophes généraux des sciences. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de... Kuhn va trop loin sur certaines choses, mais globalement, j'aime bien son approche. Je pense qu'elle est extrêmement juste sur la manière qu'a concrètement la science d'avancer. Ouais. Bien. Ben, voilà, je pense qu'on va relâcher tout le monde, les derniers participants qui sont avec nous. On était quasiment 90 tout à l'heure, donc c'est vraiment un beau succès. Voilà. Bravo. Et on était monté à 90 tout à l'heure. Donc, encore merci de la part de tout le monde, Baptiste. Merci Arnaud, merci beaucoup pour ton invitation. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, moi, essayer de construire des ponts et des interactions entre la philosophie et la physique. Donc, c'est vraiment génial d'avoir ce genre d'événement. Écoute, ça ne nous donne qu'une envie, c'est de continuer les années prochaines, ça c'est certain. Voilà. Je vous remercie tous. À bientôt pour la prochaine conférence où on parlera de choses très différentes. C'est Christian Serre de l'ENS Paris qui nous parlera de mésoporeux. Donc, on ne sera pas du tout dans les mêmes choses. Voilà, je vais fermer la session. Je vous remercie tous. Baptiste. Baptiste, tu peux me... Je reste... J'ai une question urgente après, Baptiste. Mais Alors, les gens s'en vont et puis vous restez... Ok. Comme ça.